Donc la dernière présentation de la matinée, c'est celle du docteur Eva Chatron, qui travaille dans le service de pneumologie, qui est praticien hospitalier, mais qui se dédie particulièrement à la transplantation pulmonaire, qui est un traitement qui est curatif pour la fibrose. Donc bonjour à tous. Donc l'objectif effectivement c'est vous de parler de la transplantation aujourd'hui, donc un panorama un peu général sur la France et puis on prendra l'exemple de la fibrose et puis les particularités du centre de Lyon. Donc on a 9 centres de greffe en France de transplantation adulte. Donc dans l'ouest de la France, vous avez Nantes, vous avez Bordeaux, Toulouse. À Paris, il y a 3 centres. Et puis l'est de la France, c'est Strasbourg, Lyon, Marseille. Et puis il y a le cas particulier de Grenoble. C'est un centre où ils ne font pas de transplantation, mais ils suivent des patients qui sont transplantés. Ça représente 350 procédures par an environ. Donc là, c'est tout confondu, transplantation adulte et transplantation pédiatrique pulmonaire. Sachant que les transplantations pédiatriques chez les enfants, c'est à peu près 10 procédures par an. Donc là, c'est l'évolution du nombre de transplantations selon les centres donc sur l'année 2022 et puis sur l'année 2023. Donc les centres qui font le plus de transplantations en France, c'est les centres parisiens qui sont ici. Nous sommes ici. Alors on voit que globalement, entre 2022 et 2023, il y a eu une baisse du nombre de transplantations en France. Donc les centres comme Foch, qui en avaient fait 75 l'année dernière, ils en ont fait 60 cette année. Nous, l'année dernière, on en avait fait 32. Cette année, on en a fait 25 en 2023. Ça s'explique par différentes choses. Déjà, une crise au niveau de l'hôpital. Donc les métiers de l'hôpital attirent moins de professionnels. Et dans les blocs opératoires, il y a un manque de personnel. Et donc là, il y a des réflexions au sein des gouvernances des hôpitaux pour essayer d'améliorer l'attractivité. Et puis aussi de mutualiser les blocs opératoires pour essayer de faire en sorte qu'on ait plus de créneaux de temps opératoire pour nos chirurgiens. Et puis l'autre problème qu'on a aujourd'hui, et je pense que c'est important d'en parler, c'est le taux de refus de la population vis-à-vis de la transplantation pulmonaire. Donc vous le savez, on est tous donneurs pour la transplantation, donc on est censé être tous donneurs, sauf si on a exprimé un refus de son vivant. Ça, c'est une loi qui régit ça, c'est une loi qui date de 1976 et puis qui a été revue plusieurs fois au fil des années. Et quand il y a un patient qui décède et qui est potentiellement donneur, on pose quand même la question à la famille, parce que c'est la loi, il faut obtenir l'accord de la famille. Et ce taux d'opposition, il a considérablement augmenté sur les dernières années. C'est-à-dire qu'en 2019, par exemple, dans la région Rhône-Alpes, le taux d'opposition, c'était 20%. Actuellement, là, sur les dernières années, notamment 2022-2023, le taux d'opposition, il a plus de 35%. Donc, on a moins de donneurs disponibles. Et donc, comme en transplantation, on est des gens persévérants, on essaye de trouver des solutions à ça, faire des campagnes de communication, et puis aussi, on s'aide aussi des progrès techniques. Donc là, les avancées majeures qui sont en cours, c'est l'utilisation de machines de reconditionnement. Donc, on va utiliser des machines qui vont nous permettre de prendre des greffons autrefois on n'aurait pas pu greffer, et on va mettre le greffon sur la machine pour le perfuser et puis pour le rendre de meilleure qualité et pouvoir faire la transplantation ensuite avec. Là, c'est le cas particulier de la fibrose. Donc là, c'est sur le centre de Lyon. Donc sur l'année 2023, vous voyez que ça représente quasiment la moitié des patients qu'on greffe à Lyon. Et puis là, c'est pour vous faire un panorama sur la France, pour vous montrer que la fibrose à Lyon, en 2023, c'était 35 patients inscrits sur liste. En France, c'était 331. Pardon, excusez-moi, je me trompe. 35 patients inscrits sur la liste à Lyon, dont 18 fibroses, et puis 331 en France, 130 fibroses. Donc nous, on a plus de 50% de patients qui sont inscrits pour des fibroses. Et en France, c'est à peu près 40%. Et des malades greffés à Lyon pour fibrose en 2023, donc il y en a eu 12 sur les 25 greffes. Donc on a 48% des patients qui sont greffés pour fibrose. Et en France, c'est un petit peu moins. Donc sur le nombre de malades greffés en France, c'est 298 en 2023, 118 fibroses et 39% donc, de patients greffés pour fibrose. Donc, la transplantation pulmonaire, c'est une thérapeutique de dernier recours. C'est une intervention qui est réservée à des patients qui sont atteints d'une pathologie respiratoire sévère qui menace la vie. C'est un processus qui est long. On a parlé de la notion de progression, de fibrose progressive et puis de la notion d'exacerbation. Donc on sait que l'évolution de la maladie, de la fibrose, elle est imprévisible et elle peut se dégrader rapidement. Donc c'est pour ça qu'il faut réaliser un bilan précoce si on est éligible à une transplantation pulmonaire. Il y a une limite d'âge pour la transplantation pulmonaire, c'est 65 ans. Pardon.
Mais chez des gens qui n'ont pas de comorbidité, on peut aller jusqu'à 70 ans. Et dans ce cas-là, on fait la greffe d'un seul poumon et pas de deux poumons. Le type de greffe, il est défini selon plusieurs choses, selon l'âge, les comorbidités, donc les autres maladies qui peuvent être associées, et puis parfois des facteurs anatomiques. La taille de la cage thoracique, c'est un facteur important. Donc soit on fait une greffe d'un seul poumon, c'est la monopulmonaire, soit une greffe des deux poumons, c'est la bipulmonaire. Donc là, c'est pour modéliser un peu le parcours de greffe. Donc il y a la partie du bilan pré-greffe que je vais vous détailler, puis l'attente, et puis l'appel à la greffe. Donc le bilan pré-greffe, il y a des prérequis avant d'adresser un patient dans un centre de greffe pour faire un bilan. Donc ça, c'est la petite liste, le petit tableau qu'on envoie à nos médecins adresseurs pour ce qu'on demande avant d'évaluer les patients. Il faut qu'on puisse s'exprimer et puis échanger avec les patients. Donc il faut qu'il y ait une bonne compréhension, une bonne expression en français. Il faut que les vaccinations soient à jour. On a lourdement insisté au cours de cette matinée sur les vaccinations, mais il est indispensable, parce que la transplantation, ça implique de mettre des traitements immunosuppresseurs en place. Il est indispensable que les patients soient correctement vaccinés contre la grippe, contre le Covid et puis contre le pneumocoque. Il est important d'avoir un bon statut nutritionnel. On a vu que les traitements, ils pouvaient faire perdre du poids, les traitements de la fibrose. Donc il faut que l'IMC soit supérieur à 29, mais qu'il ne soit pas trop important. On sait que quand on est en dessous de 19 et en dessous de 30 d'IMC, il y a un risque de décès qui est majoré en réanimation. La réhabilitation, on en a parlé dans les précédentes présentations, c'est vraiment indispensable. Il faut que les patients aient une réserve pour que le séjour en réanimation se passe au mieux. Donc du rentraînement à l'effort. Il n'y a évidemment pas de consommation de tabac. Les substituts nicotiniques doivent être sevrés. Il faut qu'il n'y ait pas d'autres addictions. Et il ne faut pas qu'il y ait de pathologie psychiatrique non équilibrée. Et puis bien sûr, il y a l'engagement du patient, parce que c'est très contraignant une transplantation pulmonaire, donc il faut des patients qui soient motivés. Le bilan pré-greffe, ça se déroule en hospitalisation. On fait venir les patients sur 15 jours. L'idée, c'est de s'assurer de l'absence de contre-indication à la transplantation. Alors, on a parlé de l'hypertension pulmonaire. Ça, c'est important parce que quand il y a une hypertension pulmonaire, on ne peut pas faire la greffe d'un seul des poumons. On recherche des foyers infectieux et puis on prépare les patients. Donc il y a Lise tout à l'heure qui vous fera une présentation, mais le suivi psychologique est important. Et puis il y a des entretiens médicaux qui sont assez nombreux pour qu'on vous explique un petit peu tout le processus, comment les choses se passent. Et puis on prévient aussi les complications des traitements immunosuppresseurs. Les traitements immunosuppresseurs, c'est les médicaments qui vont faire que les patients ils acceptent le greffon et que le greffon n'est pas rejeté, mais ils ont des effets secondaires, ces médicaments, notamment au niveau du rein, notamment au niveau des os, qui fragilisent les os et puis ils peuvent dégrader la fonction rénale. Donc c'est important de préparer ça en amont. Après le bilan, une fois qu'on est inscrit sur la liste de greffe, il y a l'attente qui commence. Donc il y a des consultations de suivi donc, par l'équipe du service de maladies rares qui suit pour la fibrose, et puis il y a aussi par l'équipe de greffe. Le pneumologue qui adresse le patient, le temps de l'attente, il reste le pneumologue référent du patient. Et puis il y a deux éléments qui sont indispensables pour la réussite de la transplantation. C'est le statut musculaire, donc le réentraînement à l'effort, c'est indispensable pour la réussite de la transplantation. Et puis le statut nutritionnel, donc il faut être très vigilant. On prévoit des entretiens avec la diététicienne de manière répétée parce qu'on sait que les patients, s'ils sont dénutris au moment de la greffe, ça se passe moins bien en réanimation. Et puis, il y a une procédure qui s'appelle la priorité nationale. Ça, c'est en cas de dégradation majeure de l'état clinique où les patients sont en réanimation, qui ne vont pas très bien. On peut faire une demande de mise en priorité nationale. Et là, les patients passent en super urgence, c'est-à-dire qu'ils sont prioritaires sur la France pour recevoir un greffon. L'appel à la greffe, ça peut survenir à n'importe quel moment à partir de l'inscription. La durée médiane d'attente à Lyon, c'est 3 mois. Mais l'écart type, il est très important. Vous voyez que donc, sur les gens qu'on a greffés en 2023, la personne qui a le moins attendu a attendu 1 jour. Et puis la personne qui a le plus attendu a attendu 952 jours. Donc on peut attendre plusieurs années la greffe, comme on peut être appelé au bout de 15 jours. Ça dépend de différents facteurs. Et alors, les facteurs les plus importants, c'est la taille, parce qu'il faut qu'on vous propose un greffon qui puisse rentrer dans la cage thoracique. Le groupe sanguin, donc on greffe en isogroupe. Et puis, l'alloimmunisation, c'est un terme compliqué pour désigner en fait la production d'anticorps dirigés contre le système immunitaire. Donc, quand on a eu une grossesse ou quand on a eu une transfusion, on peut développer soit des anticorps dirigés contre d'autres systèmes immunitaires, et ce qui fait qu'il y a des greffons qui sont interdits.
Donc il faut rester joignable dans un périmètre de 3 heures autour de Lyon pour pouvoir être appelé à la greffe. Et puis la durée d'attente, généralement dans la fibrose, elle est un petit peu moins longue, en partie parce qu'on a accès à cette procédure de priorité nationale. Une fois qu'on est greffé, c'est pas terminé, il y a un parcours qui est très long. Il y a un séjour en réanimation qui dure à peu près 15 jours. Parfois, ça peut durer plus longtemps s'il y a des complications. Un séjour en hospitalisation conventionnelle, parce que nous, il faut qu'on s'assure que le greffon il fonctionne bien. Et puis aussi, il faut que le patient il puisse apprendre à vivre avec ses nouveaux poumons. C'est beaucoup de contraintes. Il faut apprendre les médicaments et puis il faut aussi apprendre les règles un petit peu pour l'alimentation. On ne peut pas manger n'importe quoi. Les règles vis-à-vis des infections. Tout ça, c'est des choses qu'on apprend en hospitalisation. Et puis, soit on est super en forme, on peut rentrer tout de suite à la maison, soit au niveau musculaire, il y a besoin de travailler encore. Donc là, on a une équipe de kinés qui nous oriente et qui nous guide pour ces prises en charge. Et donc, on propose des séjours en soins de suite et réhabilitation pendant 4 à 6 semaines. Et puis après, il y a le suivi ultérieur qu'on fait en hospitalisation. Donc la première année, les patients greffés, on les voit tous les mois, plus si nécessaire. Le bénéfice attendu de la greffe dans la fibrose, c'est essentiellement la survie. Je vous l'ai dit, c'est une thérapeutique de dernier recours. C'est désappareiller les gens, de l'oxygène, de la VNI. C'est que les patients puissent reprendre une activité physique normale. On a beaucoup de patients qui se lancent des défis sportifs après la greffe. Donc ça peut être des défis cyclistes. Donc on a une dame qui a fait une partie du Tour de France à vélo. On a des patients qui ont fait des marathons, des patients qui ont fait des Ironman. Donc voilà, des gros défis physiques en perspective. Et puis c'est bien sûr améliorer la qualité de vie. Ça reste une thérapeutique très très lourde avec des contraintes. La première contrainte, c'est le traitement immunosuppresseur qu'on prend à vie et à heure fixe et qu'il ne faut pas rater parce que si on l'oublie, il y a un risque de rejet. C'est un suivi régulier, puis rapproché à l'hôpital et puis des prises de sang qu'on fait toutes les semaines. C'est des contraintes sur la sécurité alimentaire. On ne peut pas manger de la viande crue, on ne peut pas manger du poisson cru, on ne peut pas manger des fromages au lait cru. Donc il y a des choses importantes, des évictions alimentaires qui sont importantes quand même. Il y a un risque de complications et c'est aussi pour ça que le suivi est si rapproché. Les médicaments ils peuvent abîmer le rein, il peut y avoir des complications digestives liées à la greffe, des complications à type d'infection. Donc ça nécessite un suivi important. Et puis il y a un risque infectieux parce que le traitement immunosuppresseur il baisse les défenses immunitaires. Donc il y a besoin d'être à jour toujours sur les vaccinations. Donc c'est pénible, mais effectivement, les patients greffés sont vaccinés contre le Covid tous les 6 mois, contre la grippe tous les ans, pneumocoque tous les 5 ans. Porter le masque, ça on en a parlé. Et puis alors, notamment, il y a le risque de champignons quand on est immunodéprimé. Donc même port du masque canard dans les zones de travaux, parce qu'on sait que c'est des endroits où il y a beaucoup de champignons qui sont aérosolisés. La protection solaire, elle est très importante parce que les cancers cutanés peuvent être favorisés par le traitement immunosuppresseur. Et puis parce qu'il y a certains médicaments qui donnent de la photosensibilité aussi. Et puis les effets des traitements qui se font parfois pas très bien tolérés et surtout au niveau digestif. Donc vous l'avez compris, la transplantation, ça nécessite un engagement complet et sans faille du patient pour sa réussite. Et puis, il n'y a pas que les patients qui sont impliqués, il y a les aidants aussi, parce que c'est un traitement très lourd. Et donc les patients, ils ont besoin de soutien dans cette épreuve. Je vous remercie. Merci beaucoup, Eva. Belle présentation énergique. Bon, même si l'énumération des contraintes ou des complications est toujours plus longue que les bénéfices, enfin de parler des bénéfices, les bénéfices de la transplantation sont absolument majeurs. Et c'est vraiment tout l'enjeu et toute la justification de faire la transplantation. Alors évidemment, ça concerne une proportion assez faible de patients atteints de fibrose, mais c'est vraiment un traitement majeur. Peut-être pour commencer la discussion, IMC, Quesaco. Donc il faut que les patients soient pas dénutris et pas obèses. Donc l'IMC, c'est le rapport entre le poids et la surface corporelle. Donc quand on a un IMC qui est inférieur à 19, on est trop maigre, dénutri. Et puis quand on a un IMC qui est supérieur à 30, on est en obésité. Et donc ça pose des problèmes pour la réanimation parce que le sevrage ventilatoire il est difficile. Quand on est en réanimation, on est intubé et donc on a du mal après à enlever le tuyau. Et puis aussi pour les chirurgiens parce que quand on est en statut d'obésité, le ventre il est important. Et donc pour les chirurgiens, pour faire rentrer les poumons dans la cage thoracique, ça pose aussi des problèmes. Donc ils sont pénibles ces médecins, il ne faut pas être trop maigre, il ne faut pas être trop gros. Mais c'est vrai que pour la transplantation, c'est encore plus important que d'habitude.
c'est vrai que dans la fibrose en général, on en parle assez souvent quand même en consultation du surpoids, parce que quelqu'un qui est en surpoids va souffrir plus d'essoufflement que quelqu'un qui n'est pas en surpoids pour le même degré de fibrose par ailleurs. Bon, mais là, je reviens un peu sur la fibrose en dehors de la transplantation pulmonaire. Alors c'est vrai qu'à cette réunion, on n'a pas pu parler absolument de tout. Aujourd'hui, on n'a pas de nutritionniste ou de diététicienne qui va nous parler, mais on n'hésite pas à les impliquer. Hein, c'est possible de voir la diététicienne à l'occasion d'une consultation. C'est souvent bien de venir avec son conjoint ou sa conjointe, parce que les conseils ils portent en général sur l'alimentation, et donc c'est pour l'ensemble du foyer qui est impliqué souvent, impacté. Tu as parlé aussi des muscles. Alors, comment on fait pour avoir les muscles en bon état ? Alors, ouais, du sport, exactement. Alors, il y a plusieurs choses qui sont proposées. Il y a les séjours en soins de suite et réhabilitation. Donc ça peut être en hospitalisation complète, où on fait hospitaliser les patients. Pendant une période de 3 à 6 semaines, ils ont de l'activité physique avec les kinés, en groupe. Il y a des associations qui proposent de l'activité physique adaptée. Donc ça, c'est intéressant. Hein. On a des patients qui sont inscrits dans ces groupes d'activité physique adaptée. Il y en a qui sont en lien avec certains CHU aussi. Et puis, il y a le kiné aussi, parce que le kiné, il a plus de matériel que soi-même à la maison avec, par exemple, un vélo d'appartement. Le kiné, il a des poids, il a des choses pour faire travailler. Et donc, des séances de kinésithérapie 2-3 fois par semaine, ça rend grandement service aux patients. On en reparlera. Julie me rappelait qu'on en reparlera cet après-midi. C'est pas pour la greffe, la réhabilitation à l'effort, c'est pas que pour le projet de greffe, ça fait partie de la prise en charge globale de la fibrose, puisque quand on a plus de muscles, on tolère mieux l'effort et on est moins essoufflé. Donc c'est vraiment quelque chose qui est hyper important, et souvent on vous propose des séjours, vous êtes plus ou moins motivé, mais vraiment garder ces muscles, ça permet de garder une meilleure fonction respiratoire, même si la fibrose elle est plus avancée. Levez la main, n'hésitez pas à me faire signe si vous voulez poser une question. Il y a un point important quand même qui est celui du don d'organes. Peut-être que M. Fourier, vous pourriez nous parler un petit peu de qu'est-ce qu'on peut faire dans le grand public, ou qu'est-ce que chacun peut faire pour aider un petit peu ça. Allez, on peut faire plein de choses, et effectivement, vous en avez parlé, il y a des campagnes, il y a des campagnes régulières pour parler du don d'organes. Il y a une des raisons que vous avez aussi évoquées, qui est effectivement le manque de moyens dans les hôpitaux. Ça, c'est un autre sujet. En termes vraiment de promotion du don, pour moi, le facteur, c'est le 30%, 35% de refus qui est dur à entendre. Et c'est la réalité. Et en fait, quand on analyse un peu pourquoi, alors il y a quelques cas, mais c'est vraiment des cas mineurs, où c'est pour des raisons culturelles ou privées, où là les gens veulent pas, mais c'est pas la majorité. La majorité, en général, c'est parce que les gens n'ont pas parlé avant. Et c'est un sujet qu'on n'aborde pas facilement au repas du dimanche en famille, pour dire tiens, si je meurs, j'accepte de donner mes organes. Et en fait, souvent c'est ça, parce qu'on est tellement sous le choc quand on a un proche qui décède. Voilà, et tout de suite on a une équipe de greffe qui vient nous voir pour dire est-ce qu'on peut prélever des organes. À ce moment-là, il y a malheureusement beaucoup de gens qui disent non à cause de ça, tout simplement parce qu'ils ne savent pas. Et ils ne savent pas si la personne qui est décédée aurait accepté. Donc pour moi, le premier truc, et j'y viendrai après, il y a moyen d'améliorer ça. Le premier truc, c'est d'en parler. Et c'est d'inviter, d'en parler chez vous, d'inviter aussi vos proches, les gens que vous rencontrez, à dire il faut parler du don d'organes. Quelqu'un de normalement constitué humainement, il n'a pas vraiment de raison d'être contre le don d'organes. Donc s'il le dit à ses proches, en fait, ça va les décharger de ce poids de décision au moment du décès, de dire je ne sais pas ce qu'il aurait fait, donc je refuse, j'y touche pas. Et là, c'est d'être dans une toute autre position, de dire tiens, mon fils, ma fille, mon conjoint m'avait dit que si je décède, il était pour. Et à ce moment-là, je suis sûr qu'on va réduire de beaucoup les refus. Et pour terminer là-dessus, il y a une campagne en cours qui commence à être lancée. Alors ça va prendre du temps, mais c'est auprès des mairies. Et en fait, on essaye de développer un réseau de villes ambassadrices du don d'organes. En fait, ça paraît rien. Le seul truc, c'est en fait, et ça demande quasiment pas d'effort des mairies, c'est simplement de rajouter un petit panneau
un petit panneau sous chaque panneau, quand ils sont à l'endroit ou à l'envers, on s'en fiche, qui dit je suis une ville ambassadrice du don d'organes. Ça sert à quoi? Ça sert simplement au fait que les gens, quand ils passent devant tous les jours, au bout d'un moment, ils vont se dire tiens, pourquoi ma ville elle est ambassadrice du don d'organes? C'est quoi le don d'organes? Qu'est-ce que je ferais si ça m'arrivait? Et c'est vraiment d'inciter les gens à en parler au repas du dimanche ou à un autre moment. C'est de se dire effectivement, moi, en tant qu'individu, moi, si je décède, j'ai envie. Il faut savoir qu'un décès, ça peut, je crois, sauver 6 ou 7 vies si on prend en compte tous les organes qui, s'ils sont en bonne santé, peuvent être transplantés. Donc c'est pas rien, et je trouve que c'est personnellement un beau message, si on peut le faire, de dire je ne meurs pas pour rien, et à la limite, en décédant, je sauve 5, même une seule vie. Je trouve que c'est bon. Donc je pense que pour moi, c'est vraiment l'axe. L'autre, il est de se battre auprès des autorités, mais sur la santé de l'hôpital, effectivement, pour éviter que les transplantations soient déprogrammées ou qu'il n'y ait pas de place au niveau des blocs chirurgicaux. Mais au niveau du grand public, c'est ça. Et c'est surtout, je vous dis, en parler entre vous, je ne sais pas, peut-être dans ça, il y en a qui n'ont jamais parlé à leurs conjoints, à leurs enfants. Mais en général, c'est des bons moments. Moi, j'en ai parlé récemment à mes fils et je trouve que c'est un très, très bon moment en fait, d'échange, d'amour, en fait, de parler, de dire qu'est-ce que je souhaite quand je vais décéder. Je trouve que c'est un bon moment. Voilà, donc, n'hésitez pas. Oui, très bien, j'ai bien compris. Mais est-ce qu'il y a un âge limite pour donner ses organes? En fait, c'est ça le défi. Alors évidemment, quand on a un sujet jeune de 20 ans qu'on va greffer, on ne va pas mettre un poumon de quelqu'un qui a 70 ans. Ça, c'est l'idée. Mais on se dit qu'on va essayer de prendre en compte des organes qu'on n'aurait pas greffés avant, mais on va essayer de les greffer maintenant en essayant de les améliorer. Et donc, c'est les progressions là qu'on fait actuellement dans le domaine de la transplantation. C'est l'utilisation de machines à perfusion. Donc, c'est des machines sur lesquelles on prélève l'organe, on va mettre l'organe sur la machine, et puis on va le réoxygéner, on va le perfuser, et donc ça va nous permettre de prendre ce qu'on appelait autrefois des greffons marginaux. Donc en pratique, si on a un greffon de quelqu'un qui a 80 ans, mais dont les poumons sont de bonne qualité, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fibrose, qu'il n'y a pas d'infection, si les poumons, et puis que c'est des gens qui n'ont pas été des gros fumeurs dans leur vie, parce que si c'est des très gros fumeurs, ça on prendra pas les poumons. Mais si c'est des poumons qui sont de bonne qualité, avec ces nouvelles thérapeutiques, on va pouvoir les utiliser comme greffons. Et donc c'est aussi l'espoir qu'on a, c'est qu'on va arriver à faire plus de greffes grâce à ces nouvelles machines. Ouais, je pense que le commentaire quand même sur en parler autour de soi, c'est vraiment quelque chose qui porte, et ça porte encore plus si c'est une discussion qui est initiée par quelqu'un qui est concerné. Parce que c'est quand même un traitement de solidarité. Il y a une chose qu'on peut peut-être rappeler, c'est le nombre de personnes du côté de l'hôpital qui sont impliquées. Voilà, on imagine, il y a un donneur, un chirurgien, on remplace, et puis il y a un greffé. C'est un petit peu plus lourd que ça, non? Enfin, tu n'as pas beaucoup insisté là-dessus, mais peut-être donner un peu le contexte. Oui, l'équipe de greffe, c'est très important parce que y a déjà toute une équipe pour le prélèvement. Donc, il y a l'équipe chirurgicale qui va greffer, qui va aller chercher l'organe. Mais dans les endroits où on a l'organe, en fait, ça mobilise des anesthésistes, un bloc opératoire. Et puis, quand on ramène le greffon et qu'on fait la procédure, ça implique des infirmières, ça implique des anesthésistes, des chirurgiens, des perfusionnistes. Donc, c'est eux qui vont monitorer un petit peu la perfusion de l'organe. Et puis après, il y a le séjour en réanimation, donc toute la partie réanimation. Et puis après, c'est les pneumologues. Donc ça implique beaucoup de professionnels de santé pour pouvoir faire une greffe. Alors moi, j'ai une question à poser, là, et j'aimerais que vous m'éclairez. Il me semble, je dis bien il me semble, qu'on est tous des donneurs potentiels et que si on ne s'est pas inscrit sur la liste nationale, comme quoi on refuse de donner son corps à la science, et à ce moment-là, systématiquement, il y a des prélèvements qui se font. Alors ça, c'est la loi de 1976. Cette loi, elle a été revue à plusieurs reprises, notamment en 2016. Et en fait, dans la loi, il est demandé, donc, si le patient n'est pas inscrit sur la liste des refus, on a l'obligation légale de demander l'accord de la famille avant le prélèvement. Oui, mais il me semblait que c'était pour faire face à justement à cette pénurie, comme quoi, si on ne s'inscrivait pas, il y avait le prélèvement automatique. Non, ça c'est quelque chose qui n'est pas très connu, mais nous, de manière légale, on est obligé effectivement de demander l'accord de la famille. Non, c'est la loi, c'est pas ce que dit la loi.
En fait, l'individu, malheureusement, n'est plus là. Et donc, le tiers de refus, c'est des refus par les proches ou par la famille. Ce sont les faits. Attendez, j'arrive. Je crois qu'il existe une petite carte où les personnes peuvent mettre qui sont donneurs. Et cela, ça devrait suffire. Non ? Malheureusement non, parce qu'une petite carte, ça peut se falsifier. Hein. On peut rajouter une petite carte. Voilà. Non, enfin, le message, c'est que la loi, dans le cadre actuel, c'est il faut l'accord de la famille pour pouvoir prélever. Juste pour essayer d'expliquer, la loi dit bien, vous avez raison, on est tous donneurs, normalement, d'après la loi. Ça, c'est quelque chose qui est vrai. Sauf si on s'inscrit sur le registre. Et sauf si la famille refuse. C'est ça, sauf si la famille refuse. Et c'est ce qu'on disait, dans 30% des cas, malheureusement, c'est la famille qui s'oppose. C'est pour ça qu'il faut en parler avant. S'il vous plaît, il y a, indépendamment de la carte de donneur qu'on peut porter sur soi, il y a aussi les directives anticipées qui peuvent faire état de cette volonté, puisque la personne qui est responsable ou qui est de confiance est déjà informée par le problème de la directive anticipée. Mais en fait, c'est exactement ce que disait M. Fournier, c'est que le problème, c'est que les gens ne parlent pas, en fait. Donc si on a fait des directives anticipées, qu'on en a parlé dans la famille, généralement, ce n'est pas un facteur bloquant. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, ouais. Le problème, c'est les situations où les gens n'ont pas osé en parler, n'ont pas osé établir des directives anticipées. Et bien là, il y a un flou, et la famille, elle ne sait pas. Bon. Juste avant de vous donner la parole, on a la chance d'avoir encore tous les orateurs de ce matin. Donc, dans les 5 et quelques minutes qui restent, on peut avoir des questions aussi sur les autres présentations, s'il y a des questions qui vous sont venues après. Allez-y. Moi, je reviens sur la transplantation et j'avais une question. Vous parliez que c'était une solution donc, curative, mais dans le cadre des fibroses qui ont une origine auto-immune, comment ça se passe ? Est-ce que ça récidive ? Est-ce que vous avez un retour d'expérience là-dessus ? C'est quoi ? La question, c'est par rapport à la maladie qui reviendrait sur le greffon, c'est ça ? Oui. Si elle est auto-immune, est-ce qu'elle continue ? On peut greffer une maladie auto-immune, mais alors c'est compliqué. C'est compliqué parce que y a un bilan pré-greffe qui est important, parce que souvent quand on a une maladie auto-immune, on n'a pas qu'une atteinte pulmonaire. Et puis il y a des atteintes d'autres organes qui peuvent être un facteur limitant pour la greffe. Donc en soi, il n'y a pas de problème pour greffer une maladie auto-immune. Généralement, ça ne récidive pas sur le greffon. Mais les facteurs limitants, c'est les autres atteintes, les atteintes extrathoraciques. Puis il faut que la maladie soit contrôlée sur le plan général. Bien sûr. Oui, mais... Merci. D'autres questions ? J'arrive. D'autres questions sur le traitement, l'hypertension pulmonaire, la transplantation, l'association, l'histoire naturelle de la maladie ? Non ? Écoutez, je vais passer on va finir cette session de la matinée.